Bonjour et bienvenue sur le podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je retrouve Anne-Laure Monnier, la cofondatrice et la co-gérante de Nanaba. On va passer un petit peu plus d'une heure ensemble pour comprendre le fonctionnement de cette superbe application Nanaba. On va aussi parler de leur passage dans l'émission Qui veut être mon associé. Allez, c'est parti, bonne écoute. Alors bonjour Anne-Laure, bienvenue sur le podcast 3 minutes pour entreprendre. Donc aujourd'hui, c'est un hors-série qui va nous permettre de comprendre un peu l'histoire de Nanaba, une super application qu'on a pu découvrir dans l'émission, notamment Qui veut être mon associé, mais pas que, puisqu'on va vous retrouver un peu partout, à la fois sur les réseaux sociaux et d'autres médias sur les jours et les semaines qui arrivent. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Émilie, merci de me recevoir. Bienvenue. Écoute, Anne, pour une première question, j'aimerais qu'on fasse connaissance avec toi, avec ton parcours. Tu vas aussi nous parler de ton associé. Alors, qui es-tu? Alors, merci Émilie de me donner la parole. Je suis ravie d'échanger avec toi parce que je sais qu'aujourd'hui, tu aides à former des jeunes entrepreneurs, à lancer en fait des entrepreneurs qui débutent. Et du coup, j'ai vraiment envie de te faire part de mon parcours parce que moi, je suis une entrepreneur un petit peu autodidacte, d'ailleurs comme mon associé avec qui je suis associée maintenant depuis 12 ans. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 24 ans, après un cursus scolaire qui n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat, puisque passionnée de sciences, j'ai fait une licence en biologie moléculaire, tu vois, donc strictement rien à voir. Et puis, je me suis rapidement, donc j'ai attaqué dans le monde du salarié et je me suis rapidement rendu compte qu'en tant que femme, voilà, avec les ambitions que j'avais sur le secteur sur lequel j'étais, c'était extrêmement compliqué et avoir un poste à haute responsabilité pour moi allait être un chemin semé d'embûches, voire impossible. Et donc, je me suis dit, il faut à tout prix que je sois entrepreneur. Je sentais en fait cette âme d'entrepreneur en moi. Et puis, j'ai complètement changé de voie. J'ai repris mes études et du coup, j'ai lancé ma première société en gestion de fortune à l'âge de 24 ans. Et puis derrière, s'en est suivi en fait tout un chemin bercé d'opportunités où j'ai pu travailler sur différents marchés. Donc, j'ai travaillé dans le marché de l'art et puis dans le marché aussi de l'image, de la gestion d'images de marques de luxe sur les festivals de films. Donc, tu vois, un marché niche, ça n'a rien à voir. Donc, mes clients, c'était Chopard, Messica, Chanel. On travaillait avec aussi beaucoup de personnalités. Donc, j'ai eu la chance de vivre des expériences assez extraordinaires. Et puis l'idée d'Anaba est arrivée pendant le confinement. Voilà. Alors, Et donc, ouais, excuse-moi, parce qu'il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'interpelle. Tu as quitté le monde de la science parce qu'il y avait peu de femmes et peut-être peu d'opportunités pour les femmes. Tu as senti que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y avait beaucoup de place pour les femmes? alors non, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes, mais en tout cas, on te laissait la possibilité de te faire ta place. Donc ça, c'est la Ok. grosse différence. Ouais. C'est-à-dire que dans tous les cas, je pense qu'être une femme, et encore en 15 ans, j'ai vu Ah, beaucoup beaucoup évolué. d'améliorations et ça évolue encore. Alors après, il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qui est fait, hein, parce Ouais. que là, je fais un grand message aux fonds d'investissement qui prônent les investissements chez les entreprises tenues par des femmes. Et ben, écoutez, je leur demande de venir voir là-bas parce que jusqu'à présent, j'ai pas vu le bout de leur nez. Et c'est beaucoup, je trouve, de paroles et c'est un petit peu dommage. Mais ça, c'est la petite aparté. En tout cas, je ne suis pas non plus militante extrémiste, mais voilà. Donc, il y a quand même des belles améliorations et c'est vrai que l'entrepreneuriat laisse la possibilité aux personnes qui ont vraiment la niaque, parce que j'insiste là-dessus, c'est difficile, le monde d'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est un chemin qui est d'embûches, de doutes, de difficultés, mais ça laisse la possibilité d'y arriver, alors que dans des secteurs où la voie elle est toute tracée, parfois on n'a pas le choix, quoi. Et donc voilà le choix que j'ai fait et je ne le regrette pas du tout. Eh ben, on veut bien te croire. Olivier n'est pas avec nous aujourd'hui parce que vous êtes très sollicité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son parcours et puis surtout comment est née votre association? Oui, bien sûr. Alors, Olivier, alors je vais parler en son nom, hein, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Tu nous diras. On commence à bien se connaître maintenant, ça fait 12 ans qu'on collabore ensemble. Olivier, il a créé sa première entreprise, il avait 22 ans. Donc lui aussi, c'est un autodidacte dans l'âme. Dès sa sortie d'études, il a créé sa première boîte et lui, il a créé une société donc, qui était dans la gestion des actifs et des assurances-vie. Et il est à l'origine en fait du premier Boursorama en ligne. Donc il était extrêmement pionnier, il a toujours été extrêmement visionnaire en fait sur les différents marchés.
Et puis avec Olivier, donc derrière, son chemin de vie l'a emmené vers une société en fait de gestion de fortune. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. C'est sur un colloque sur lequel il intervenait, lui, en tant que maître de conférence. Et puis, on a sympathisé. Et très rapidement, déjà, il y a un feeling qui est passé entre nous parce que c'est très important. Il y a une confiance totale. Et puis, on a les mêmes valeurs qui sont des valeurs personnelles. Voilà, des valeurs où nous, on est très engagés sur différentes actions humanitaires et sociales qui nous tiennent à cœur. Et après, on a surtout les mêmes valeurs entrepreneuriales. Et le point très important, c'est qu'on se complète complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai les atouts qu'il n'a pas. Et lui, il a les atouts que je n'ai pas. Et donc, ça permet en fait d'avoir un binôme qui nous lance sur des choses extraordinaires comme aujourd'hui l'aventure d'Annaba. Et du coup, bon, j'ai compris que l'association s'était fait sur vos personnalités respectives. Et l'idée de Nanaba, c'est quelque chose que vous avez eu en commun ou c'est toi ou c'est lui? Alors non, l'idée, je l'ai eue seule sous ma douche. Donc du coup, pour le coup, Ouais, j'étais bien seule. Mais en fait, l'idée, elle est venue pendant le confinement. En fait, on avait à gérer, comme tous les chefs d'entreprise qui ont traversé cette terrible crise, à gérer les problématiques de nos entreprises que nous avions, notamment à l'étranger, sur lesquelles il n'y avait pas du tout d'aide Covid. Donc c'était extrêmement complexe. ouais. Et puis, j'avais aussi à gérer ma vie familiale, puisque j'ai la chance d'être maman de plusieurs enfants. Et mon ado de 11 ans passait ses journées sur la tablette, sur des contenus complètement abrutissants, au détriment de l'apprentissage. Et moi, c'est vrai que tout est parti d'un déclic où on était mardi, je me rappelle comme si c'était hier, il était 14 heures, je me mets sur mon ordinateur sur le canapé, lui il se met en face de moi sur sa tablette, il était sur TikTok ou je ne sais plus quel support, je lève les yeux, il était 17 heures, il était toujours sur sa tablette. Et le fameux lâche ta tablette, va réviser, je l'ai dit 50 fois, il ne l'a pas fait. Voilà. Et donc là, je me suis dit, mais enfin, si pour aller sur cette application, il devait d'abord faire un peu de maths ou d'anglais ou de français, mais ce serait génial, il serait combien de sa classe? Donc ça, c'était à l'instant T. J'ai cherché une solution sur les stores, partout, j'ai rien trouvé, rien n'existait. Et puis en prenant ma douche, ça fait un petit bout de chemin dans ma tête. Je me suis dit, mais enfin, ça n'existe pas, le marché il est énorme. Voilà, j'ai commencé à développer, carrément à visionner l'application que je voulais, en me disant, tiens, on pourrait avoir une application qui bloque quand ils iraient sur les différents supports, leurs différentes applications préférées. Je suis sortie de ma douche, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Olivier, je lui ai dit, tiens, je voulais te parler d'un truc, j'ai pensé à ça. Et lui, il m'a dit tout de suite, mais c'est génial, bingo, allons-y. Et comme on avait des collaborateurs qui étaient en attente de mission, et on s'est lancé de suite sur les études de marché au niveau international. Les chiffres étaient catastrophiques. Vous savez, en France, les enfants passent en moyenne 2h40 par jour sur les téléphones et tablettes. Aux États-Unis, c'est 6h30. Donc, 6h30 par jour, c'est énorme. 72% des foyers de tous les pays développés ont comme première source de tension la surutilisation des téléphones et des tablettes. 80% des parents sont stressés par les résultats scolaires de leurs enfants et 60% des élèves qui rentrent au collège, au lycée, rentrent au lycée avec des réelles difficultés en maths et en français. Donc, c'est dramatique. Et donc, on s'est dit, allons-y, lançons-nous là-dedans, en toute sincérité, avec une naïveté totale sur la partie tech, donc en se disant, OK, ça va être super simple. Et en fait, non, c'était très compliqué. Et donc, on a ramé pour avoir un produit tech aussi performant. Et on est encore qu'au tout début de notre aventure parce que entre l'application qu'il y a ici avec Olivier et celle qui est aujourd'hui dans le téléphone, il y a un monde d'écart, mais elle est en construction. Donc, on est content, quoi. On est vraiment content. Finalement, tu es quelqu'un qui fonce. Je ne vais pas te demander ton signe astrologique, mais j'ai l'impression que je ne sais pas, c'est quoi ton signe? En fait, mon signe, c'est un animal à 4 pattes avec des cornes qui ont tendance à foncer dans les portes. Donc, ça te donne tout de suite le... Ouais, je crois qu'on avait deviné. Donc toi, tu te réveilles le matin, tu as une idée, le lendemain, elle est déjà sur le papier. Et puis, Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, même pour te dire, je dors la nuit, j'ai un calepin à côté de mon lit. Et la nuit, je me réveille, je note des idées. J'ai beaucoup d'idées tout le temps. Je suis pas ici, mes collaborateurs le disent, on m'appelle la fusée parce que je suis une pile électrique. Et à contrario, et c'est pour ça que ça fait du bien, mon associé, lui, il est beaucoup plus posé. Donc, lui, tu vois, il est Gémeaux. Il est plus posé, il a plus de recul, il incorpore les informations, il les digère et il est plus dans, je dirais, l'opérationnel. Voilà. Et c'est vrai que ça contrebalance les deux et ça nous permet d'être très réactifs, en fait. Et ce qui nous permet aujourd'hui, en l'espace de 2 ans, c'était très drôle, on est passé le 18 janvier sur Qui veut être mon associé et nous fêtions les 2 ans de l'entreprise le même jour. Donc, ça nous a permis en 2 ans d'en être là et voilà, donc on est content, quoi. En tout cas, c'était une très belle rencontre professionnelle et je pense que c'était la rencontre qu'il me fallait pour avoir les ambitions que j'avais, quoi.
Ça te permet en fait de conscientiser, de mettre vraiment techniquement les choses en place. Toi, tu as des idées et puis il y a quelqu'un derrière qui va te dire, OK, on va faire comme ça, on va prendre le temps, on va poser les Exactement, choses. exactement. Et parfois de me dire, attends, Anne-Laure, calme-toi et respire. Voilà. Et parfois, Ouais, ça respire, c'est important. Du coup, c'est quoi l'histoire de Nanaba? Et puis, je t'ai pas posé la question, mais je pense qu'elle est importante. Vous êtes installé où? Dans quelle ville? Alors nous, j'ose pas te le dire parce qu'on va avoir trop de personnes qui vont venir nous voir. On a installé à Nice et on a là, tu vois, je te parle et en face de moi, j'ai une magnifique vue mer. Donc, ouais, on a beaucoup de chance. Nous, moi, je suis pas originaire du Sud, hein, je suis de Lyon. Mon associé, lui, il est carrément de l'Est de la France. Mais en fait, on a fait, nous, à titre personnel, on a fait le choix de venir vivre dans le Sud déjà il y a pas mal d'années, hein, lui et moi. Et en fait, quand on a eu l'idée de Nanaba, en tout bon entrepreneur que nous sommes, on s'est dit, OK, où est-ce qu'on crée l'entreprise? Donc, on ne voulait pas forcément aller à Nice pour la Nice. Mais en fait, on a fait une vraie réflexion de savoir où est-ce qu'on peut trouver des talents, où est-ce qu'il y a des écoles, où est-ce que le foncier n'est pas non plus trop cher et où on va pouvoir se développer facilement. Une connexion internationale parce qu'on a une vision internationale immédiate chez Nanaba. Donc, bon, bah, là, on ne peut pas être plus près, on est en face de l'aéroport. Tu vois, d'ailleurs, il y a un avion qui décolle juste en face de moi. Donc, voilà. En fait, Nice rassemblait tous les paramètres. Et puis, c'est vrai que le soleil, quand on y est Aide. habitué, ça aide. Ça aide à avoir la pêche, ça aide à avoir la. Voilà, et quand on est entrepreneur, avoir la pêche, hein, on est comme un sportif. Hein, c'est dans le mental que ça se passe. Clairement, Et donc, clairement. le soleil il joue beaucoup. Mais tu vois, cette question d'implantation, elle est intéressante parce que je croise pas mal d'entrepreneurs qui me disent, oui, mais moi, je suis pas à Paris, ça fonctionnera jamais, on ne verra pas. On est d'accord. Et puis, je constate aussi qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont fait le choix, justement, suite au confinement, de délocaliser leur entreprise vers le sud pour un tas de raisons différentes. Et donc, on peut se permettre de dire, je vais installer une start-up dans le sud de la France ou autre Ah, région mais et pas forcément être à Paris, quoi. Ah non, mais ça, c'est une certitude. Alors déjà, moi, je pense que ce qui fait la réussite de la start-up, hein, c'est avant tout, je t'ai dit, je pense qu'un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Donc, c'est dans le mental. Et en fait, il faut que tu sois bien. En fait, il faut que ton esprit soit bien. Donc, c'est plutôt là où tu vas te sentir bien que tu vas faire, que tu vas réussir. Donc, si la personne, elle est bien dans le Luberon et qu'elle crée sa start-up dans le Luberon, alors certes, elle aura peut-être du mal à trouver des collaborateurs dans le Luberon, mais je pense qu'aujourd'hui, le Covid nous a démontré qu'on avait des solutions pour travailler qui étaient quand même extraordinaires. Mais je pense que c'est là, en fait, avant tout, c'est le bien-être personnel et c'est aussi notre stratégie du bien-être du collaborateur chez nous, chez Nanaba. C'est ce qui fait, en fait, la réussite personnelle et donc la réussite professionnelle. Je pense que là, c'est nettement lié. Donc, moi, Paris, c'est pas possible. Ok, allez, raconte-nous l'histoire de Nanaba. On rentre dans le vif du sujet. Alors, Nanaba, qu'est-ce que c'est déjà? Parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, parce C'est que ça. depuis tout à l'heure, on dit ah oui, alors Nanaba, mais Nanaba. personne ne sait ce que c'est. Donc, ce n'est pas, alors Nanaba, c'est banana en verlan, mais ce n'est pas une banane, je tiens à le préciser, nous ne sommes pas dans l'agroalimentaire. Même si le personnage principal dans l'application est une banane, c'est pour ça que le nom s'appelle Nanaba. Donc, Nanaba, c'est une solution en fait qui répond aujourd'hui à la première problématique des parents. C'est le fameux lâche ton téléphone et va réviser, que les parents en fait rabâchent toute la journée. Et la problématique du fait que l'enfant, en fait, volontairement ne va pas vouloir aller réviser, va préférer aller sur des contenus récréatifs tels que les réseaux sociaux et les jeux, qui sont en plus extrêmement addictifs. Et donc, les enfants, ils passent un temps fou. Donc, partie de ce constat-là, je me suis dit, plutôt que de lutter éternellement contre cet ennemi, autant le rallier à notre cause. Et pour le rallier à notre cause, l'objectif, c'est d'aller gagner du temps d'utilisation de ces applications en échange de révision. Donc, le principe, il est très simple. Nanaba, c'est une application qui, une fois téléchargée sur la tablette ou le téléphone de l'enfant, va pouvoir permettre aux parents d'aller bloquer toutes les applications qu'il choisit sur ce téléphone à tablette. Donc, du moment qu'elle a été chargée, on scrolle toutes les applications présentes et on choisit les applications qu'on veut bloquer. Instagram, TikTok, Snapchat, des jeux, peu importe, toutes les applications présentes. Une fois que l'application elle est bloquée, le parent peut aller sélectionner des matières et des chapitres à réviser. Donc, par exemple, les mathématiques, les tables de multiplication ou sur des chapitres plus importants, en troisième, on a par exemple l'éducation civique, enfin plein de choses. Une fois qu'il a mis la matière à réviser, l'enfant, quand il va aller sur l'application qui a été bloquée, donc imaginons on a bloqué TikTok, quand il ouvre TikTok, il a d'abord un quiz de la matière et du niveau choisi par le parent. Ok. Une fois qu'il a répondu à ce quiz, donc on a deux typologies de quiz. On a le quiz de 15 questions ou la course contre la montre. Donc, c'est une course contre la montre de 1 minute 30 où dedans, il y a plusieurs questions. Là, c'est le parent qui choisit en fait la typologie de quiz que l'enfant doit faire. Une fois qu'il a fait ce quiz-là, il a droit d'aller sur son contenu récréatif. Donc là, il retourne sur TikTok. Et le parent, en fait, peut y adosser une récurrence. Donc, un nouveau quiz qui revient à l'intervalle de temps qu'il a défini lui, de façon à ce que l'enfant, il révise à nouveau sur ce même chapitre qu'a sélectionné le parent.
Cette récurrence, elle a deux objectifs. Le premier, c'est que l'enfant continue ses révisions, bien sûr. Mais le deuxième, et ça c'est très important, c'est qu'on va aller avec ce quiz-là casser en fait les algorithmes d'addiction présents sur les réseaux sociaux et sur les jeux. Et en fait, Nanaba, son objectif, c'est aussi d'aller casser en fait l'addiction aux réseaux sociaux et sortir en fait l'enfant de son contenu récréatif. Donc voilà l'objectif de Nanaba. Donc, un double objectif finalement. En fait, le constat que tu fais, c'est qu'on ne peut pas forcément dire à nos enfants, à nos ados, c'est bon, tu lâches ton téléphone complètement et tu vas te poser devant ton cahier. Enfin, c'est ce qu'il faudrait faire, mais ça ne fonctionne pas. Tu peux, il y a plein de parents qui le font, voilà. Moi-même, je le fais, je l'ai fait. Mais le problème, c'est que en fait, tu as plusieurs problématiques. La première, c'est que d'une, il faut que ton enfant il obéisse. Déjà. Voilà. Donc, quand il est en CP, parce que nous, on fait du CP à la 3e, donc quand il est en CP, ça va. Quand il est en 4e, ça commence à être un peu plus dur, même si tu n'as pas un ado rebelle, bon, ben voilà. Deuxièmement, il faut que tu sois tout le temps derrière le dos de ton enfant. Donc, aujourd'hui, le constat, c'est que l'enfant, il sort de l'école à 16h30, 17h. Toi, tu es peut-être encore au boulot. Quand tu rentres chez toi, tu as du boulot, tu as le repas à faire. Enfin, c'est le quotidien, en fait, de la famille. Donc, tu n'es pas derrière ton enfant. Et donc, ton enfant, qu'est-ce qu'il a? Il a son téléphone et sa tablette, puisqu'en plus, aujourd'hui, comme ils ont besoin du téléphone pour aller sur l'école, tu ne peux pas lui dire, lâche ton téléphone, puisque pour le coup, il te dit, ah, mais non, ma maman, regarde. On exposé. Voilà, exactement. Donc, du coup, pour le coup, c'est complètement bloqué. Donc, c'est vrai, en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Moi, j'aime bien prendre j'aime bien prendre un exemple qui peut paraître assez surprenant, mais c'est quand il y a eu l'arrivée de la voiture à moteur. Quand il y a eu l'arrivée de la voiture à moteur, il y a plein de gens qui ont dit « Oh non, non, mais attendez, nous, on veut conserver le chevaux, on veut continuer à avancer avec des chevaux. » Tu as encore des gens, aujourd'hui, tu as des communautés qui sont encore à cheval, mais c'est quand même très, très rare. Voilà, c'est très, très rare. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, et du coup, aujourd'hui, on était sur une voiture polluante, on essaie de la faire de moins en moins polluante parce qu'on se dit, on ne peut plus enlever les voitures, c'est pas possible. Par contre, on va essayer de faire qu'elles soient plus polluantes. Là, c'est pareil. On ne peut plus enlever les réseaux sociaux. C'est trop tard. Ils sont là. Nous-mêmes, toi comme moi, on les utilise. À bon escient ou à pas bon escient. Nos enfants les utilisent et ça sera leur moyen de communication de demain et ça sera aussi peut-être leur travail de demain. Donc, tu ne peux pas en fait te dire j'interdis le téléphone, j'interdis. Non, par contre, ce que tu peux faire, c'est te dire ok, il y va, mais par contre, en échange, je sais qu'il va apprendre quelque chose. Et lui, et c'est là que nous, on a tout notre intérêt, c'est-à-dire qu'au début, c'est clair, net et précis. L'enfant, il est réfractaire au début. Moi, je suis passée de la super Mother, super cool, dans la classe de mon fils. Ah, ta mère est super sympa. Ah, la maman a tué, tu vois, avec le grand tigre dans la salle de classe, c'est clair. Mais en fait, très rapidement, l'enfant, il se rend compte, et moi, mon fils, le premier, que les difficultés d'apprentissage qu'il a quand il est sur son cahier, dans Nanaba, il ne les a pas. Et il ne les a pas pourquoi? Parce que les questions, elles sont pensées par des professeurs. Déjà, on fait de l'apprentissage par séquences courtes, donc avec une méthode qui est la méthode Leitner. On pourra rentrer plus dans le détail si tu veux après. Et ce qui fait qu'en fait, l'enfant, sur les difficultés d'apprentissage qu'il a sur le cahier, avec l'application, il y arrive. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a des meilleures notes. Papa et maman sont contents, lui il est fier, et résultat des courses, on rentre sur ce cercle vertueux et on retourne en fait dans un cercle vertueux de la famille. Voilà. Donc notre objectif chez Nanaba, il est là. Donc tu as compris en fait qu'il ne suffisait pas de dire j'enlève l'ordinateur, pas la tablette ou le téléphone ou je bloque telle ou telle application. C'est pas ça qui les faisait travailler finalement. Il fallait qu'ils non, tu ne peux pas être dans l'interdit. Tu peux pas être dans l'interdit. Et en plus, il y a une nouvelle, il y a une étude. Nous, on a eu la chance d'être approchés par le Canada, qui sont extrêmement précurseurs en fait sur ces nouvelles techniques d'apprentissage. Et on a collaboré avec une université. Alors, un truc assez hallucinant. Alors, moi qui suis de base dans les sciences et qui adore ça, parce que j'ai toujours ce dada, en fait, je lis toujours des revues scientifiques, c'est vraiment ma passion, mais plus à titre perso, parce que j'ai souvent d'être chercheuse. Mais, et du coup, ils nous ont contactés. Donc, ils nous ont dit, oui, on aimerait bien faire une étude aujourd'hui sur l'impact, en fait, sur les neurones, comment réagissent les neurones par rapport à votre situation. Et je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant. Et ce qui s'avère, c'est que, alors au début de cette partie recherche, ce qui s'avère, c'est qu'en fait, le cerveau, il est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que quand ton cerveau, en fait, il est en position optimale, c'est-à-dire qu'il est bien, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du fait que les entrepreneurs étaient des sportifs de haut niveau, les enfants, c'est pareil. Quand ton cerveau, il est bien et qu'il a envie de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver, tes neurones, ils fonctionnent super bien. Les synapses, elles s'ouvrent, les informations vont très, très vite, et du coup, tu enregistres très vite les informations. Par contre, si ton cerveau, il sait qu'il va faire quelque chose qu'il n'a pas envie, il est en négation, et là, ça se ferme, ça se bloque. Et du coup, pour faire rentrer l'information dans la mémoire, c'est très compliqué. Donc, si on met en matière exacte ce qui se passe, c'est-à-dire quand ton enfant, tu lui dis « va dans ta chambre, ouvre ton cahier, tu n'as pas ton téléphone », le cerveau, il se ferme. Il se ferme.
il se ferme. Et du coup, pour faire rentrer l'information qui est sur le cahier, c'est très difficile parce que là, il faut qu'il se force, il faut qu'il se concentre. Et du coup, pour le coup, tu as un taux d'échec qui est très important. Alors que si tu lui dis, OK, prends ton téléphone et que lui sait que, ah putain, ouais, je vais aller sur TikTok parce qu'il adore ça et malheureusement, c'est comme ça. Ah, avant, j'ai mon quiz et bah, du coup, son cerveau, pour le coup, il est ouvert. Et même si il fait des mauvaises réponses, la réponse, en fait, vient en fait petit à petit parce que dedans, on a une intelligence artificielle qui fait que les mauvaises réponses reviennent à un intervalle de temps spécifique. Ces mauvaises réponses, elles vont venir s'ancrer dans son cerveau au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, bah, il va la connaître, la réponse, même sans travailler. Et en fait, c'est là notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment d'aller aider le parent, mais surtout, surtout d'aller aider l'enfant en fait dans son apprentissage et de limiter le décrochage scolaire. Parce que où il y a le plus de décrochage scolaire, eh ben, c'est au collège. Parce qu'au collège, et pourquoi il y a le plus de décrochage scolaire au collège? Parce que tu as souvent un décrochage de la parentalité, donc les parents se mettent en retrait, et tu as une surutilisation des écrans. Voilà. Donc bah, là, tu as un cocktail un peu détonnant et Nanaba bah, arrive comme une solution, et je l'espère, une solution qui va permettre d'aider beaucoup de parents et d'enfants. C'est important ce que tu dis parce que je répète tout le temps aux entrepreneurs que j'accompagne qu'une bonne idée d'entreprise, c'est une idée qui répond à un besoin, qui part d'un constat et qui cherche une solution. Donc, je te remercie d'avoir insisté là-dessus. J'espère que ça va rentrer plus facilement dans la conscience collective qu'une entreprise, ça répond à un besoin. Alors, vous avez participé à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que vous avez vécu, donc Olivier et toi, cette aventure? Alors écoute, Qui veut être mon associé, c'est une aventure extraordinaire. Parce que déjà, je tiens à dire qu'on est la première société qui proposait un produit complètement dématérialisé sur Qui veut être mon associé. Souvent, c'est des produits physiques, donc c'est facile de vendre et de communiquer dessus. Ouais. Et on est surtout la première EdTech. Donc, c'est-à-dire qu'on a énormément surpris quand il y a le monde de la tech, a su qu'on passait dans Qui veut être mon associé. Les bouches se sont décrochées en disant, mais waouh, qu'est-ce que vous faites dans cette émission? Pourquoi? Comment se fait-il? Parce que c'est assez hallucinant. Donc, nous, Qui veut être mon associé, on l'a pris avec beaucoup de recul. On a beaucoup préparé nos équipes. Bon, après, tu vas peut-être plus rentrer dans certaines questions, donc je ne vais pas trop détailler, mais on l'a pris surtout avec beaucoup de recul et en prenant des points positifs dedans, en se disant, OK, tiens, il y a des choses intéressantes qui nous ont été dites parce que quand on est entrepreneur, le plus difficile, bah, c'est de lever la tête du guidon et d'observer. Et ça, c'est très dur parce que quand on est dans un TGV, ben, on a tendance à vouloir conduire le plus vite possible. Mais parfois, il faut savoir freiner un petit peu pour observer ce qui se passe autour et rectifier parce qu'une entreprise, et ça, je pense que tu le sais, c'est avant tout des compromis, c'est avant tout des remises en question, c'est avant tout des changements de business model, c'est voilà, des changements de voie, c'est ça en fait, hein, c'est très, très important. Et pour ça, tu as besoin de prendre du recul. Et cette émission, je pense qu'elle nous a permis avant tout ça, de prendre du recul, de se poser et d'observer un petit peu ce qui se passe et d'écouter ce qui se dit, avec les bonnes choses et les moins bonnes. Et les moins bonnes. Votre candidature, elle a été faite secrètement par les membres de votre équipe. Alors, vous avez réagi comment quand vous avez appris que vous étiez inscrit et sélectionné? Alors déjà, on a licencié les personnes qui nous ont... Non, j'ai vu ta tête, ça m'a trop fait rire. Non, pas du tout. Non. Alors, c'est notre responsable communication et notre responsable market qui nous ont inscrits à cette émission. Il faut savoir qu'on est une entreprise on est une entreprise, alors pas familiale, parce qu'on n'est pas des gens de notre famille, mais avec des valeurs familiales. Donc, on est très proches. Et donc, ils ont décidé de nous pranker, de nous lancer un challenge. Donc, quand on a appris ça, on a eu deux réactions un petit peu différentes avec mon associé, à l'image en fait de nos personnalités. C'est-à-dire que moi, j'ai été un petit peu le côté bulldozer. Ouais, c'est génial, super, trop bien, on va tout exploser, voilà, on va faire ci, ça, nanana. Et puis j'ai mon associé de l'autre côté qui a dit, what? Ok, pourquoi? Quand? Comment ça se passe? Attendez, t'es sûr? Oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? Donc, et voilà. Et donc derrière, on a fait notre petit mélange et on a essayé de préparer cette émission au mieux. Pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions et surtout qu'on prenne du plaisir à la faire. Du coup, c'était plutôt vu comme un défi, ce passage dans l'émission? Oui, c'était vu comme un défi, clairement. C'était vu comme un défi, surtout que quand on a su qu'on allait passer, je crois que c'était en juin-juillet, le tournage s'est fait en septembre. Et nous, on était dans un rush complet parce qu'on était en train de refaire tous notre produit. Donc, on était vraiment trop dans le rush. En plus, on venait d'apprendre qu'on était sélectionné dans 2 gros incubateurs énormes.
Donc, c'était pour nous, il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, c'est sûr qu'en termes de timing, c'était pas du tout le bon moment. Donc, c'était un vrai challenge et ça a été un challenge aussi pour les équipes parce qu'on s'est dit, OK, comment on peut tirer parti au mieux de cette émission? Voilà. Et après, voilà. Et après, la préparation elle-même de l'émission, je devrais pas le dire, mais on a travaillé le script dans le train avant d'aller sur Paris parce qu'on n'avait pas du tout le temps de le faire. Et la veille au soir, parce qu'on arrivait la veille au soir sur Paris, dans notre chambre d'hôtel, parce qu'il y avait mon fils aussi, donc on était à fond, on s'entraînait parce qu'on n'avait pas du tout travaillé dessus et on a pris une pression de malade la veille au soir parce qu'on s'est dit, mais attends, on s'est même pas rendu compte qu'on avait quand même un script à connaître parce que c'est scénarisé. Donc, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Donc voilà. Alors moi qui ai toujours rêvé de faire du théâtre, ça m'a beaucoup plu. Tu vois, je me suis déjà mis à Cannes sur les marches du festival. C'est parti. Hein. Pour Nice, Cannes, t'étais pas très loin, ça va. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand nous, spectateurs, on regarde l'émission, on ressent vraiment le côté défi pour l'entrepreneur, mais on ne se rend pas forcément compte que le défi, c'est pour l'entrepreneur, pour l'entreprise, pour les équipes, pour l'avenir de l'entreprise. Et dans quel état d'esprit était le reste de l'équipe? Alors, quand on est allé sur le plateau, on est accompagné de Guillaume, notre responsable communication, qui nous a inscrits sur l'émission, qui est quelqu'un qui est un petit peu comme moi, quelqu'un de super jovial, qui fonce tout le temps. Enfin, c'est un petit peu mon copier-coller, tu vois, en plus jeune, voilà, et en garçon. Mais et du coup, quand on est sorti du plateau, il était livide, la tête fermée. Et là, je lui dis, mais Guillaume, tout va bien. Parce qu'il s'attendait tellement pas à ce qui s'était dit sur le plateau qu'il a été sonné, vraiment sonné. Et nous-mêmes, voilà, nous, on a de la chance d'être des entrepreneurs depuis plusieurs années. Je n'oserais pas dire aguerris, mais en tout cas, on a du recul. Donc, des hauts, on en a connu, des bas, on en a connu, des doutes aussi, des moments où tu pleures, t'en as marre, des moments où tu rigoles et tu ouvres la bouteille de champagne. Voilà, tout ça, on l'a connu. Donc, du coup, on l'a pris avec plus de recul. Mais on s'est quand même pris une claque parce qu'on nous a dit des choses qui étaient dures à entendre, tu vois. Et sur un plateau télé, c'est pas facile parce que tu sais pas ce qui va être passé. En plus, tu es face à un jury qui est quand même de renom. Donc, ça te fait émettre des doutes aussi. Et puis, ça ne te passe pas comme toi, tu l'avais imaginé. Donc, le scénario, c'est pas du tout déroulé comme on l'avait pensé, avec des choses qui nous ont été dites sur lesquelles on n'aurait même pas imaginé en fait qu'on aille nous piéger un petit peu là-dessus. Donc, là, il y a eu le passage d'émission. Et puis après, quand on a vu l'émission le soir même, nous, on avait beaucoup préparé nos équipes avant en leur disant attention, attention, on nous a dit ça, il va se passer ça. Vous allez peut-être entendre ça, c'est pas grave. On les avait vraiment préparés. Je pense qu'on a dû faire au moins 5-6 réunions dessus, vraiment pour travailler le côté psychologique. Ouais, ça n'empêche que l'après-midi, on allait se faire une après-midi détente, tu vois, on allait se faire comment ça s'appelle, mince, je perds toujours le nom, tu sais, où tu vas chercher des indices dans des pièces là. Escape game. Un escape game, on s'est marré, tu vois. Après, on a fait une compétition de jeux vidéo pour vraiment décompresser. Donc, on est arrivé le soir en mode, voilà, relax, on vit les émotions. Ça n'empêche que après l'émission, les sourires, ils étaient crispés, ils étaient tendus. On a été obligé de faire un peu, tu vois, une petite réunion de contrebalancement, dire OK, on vous avait dit, c'est pas grave, machin, ça faut pas en tenir compte. Parce que les propos, mine de rien, qui sont tenus, ils affectent en fait. Ils affectent les gens. Et nos collaborateurs, ils ont des familles. Donc, tu as des familles qui écrivent, qui disent oh là là, je veux le passage, ils ont dit ça, ça va, c'est pas trop dur. Donc, en fait, c'est là-dessus que moi, j'aimerais peut-être alerter en fait un petit peu les membres du jury sur le fait qu'ils se rendent peut-être pas compte de l'impact de leurs mots et de ce que ça peut entraîner derrière. Et nous, ça va que, voilà, bon, on a un recul différent. Ouais. Et quand on allait faire le tournage, moi, j'ai vu avant nous des sociétés, ils sont sortis de plateau, ils pleuraient. Ouais, c'est violent. Voilà, c'est violent. Et je trouve que cette émission, elle est extraordinaire. Enfin, moi, je pousse l'entrepreneuriat à 2000%. Je trouve que c'est génial de prôner l'entrepreneuriat comme ça. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de conscience, en fait, de la portée des mots et de l'impact sur l'humain que ça peut avoir et des retombées que ça peut avoir. Parce que ça peut avoir des retombées personnelles sur des gens qui peuvent être peut-être parfois un peu plus fragiles, sur des collaborateurs, sur les finances de l'entreprise, donc c'est-à-dire tant sur le chiffre d'affaires, mais aussi sur des investisseurs potentiels. Donc, ça peut vraiment avoir des conséquences difficiles. Et un entrepreneur, il ne faut pas oublier, quand il a un projet, il joue sa vie. Hein, parce que derrière, s'il lui arrive quoi que ce soit, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas tout ça. Et du coup, ça aussi, c'est important. Il a une famille derrière. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé et ce que je trouve dommageable. C'est ce manque peut-être de tact. Mais bon.
Est-ce sûrement que, beaucoup de choses. ouais, parce que c'est quelque chose donc, que je comprends hein, suite à votre passage dans l'émission, mais c'est aussi, j'ai l'impression, quelque chose qu'on peut entendre dès qu'on doit pitcher pour chercher des investisseurs, dès qu'on doit présenter son entreprise, son activité pour essayer de convaincre. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, et tout le monde n'est pas préparé à ça en fait. Ah oui, complètement. Euh, et du coup, donc vous vous êtes inscrit, enfin votre équipe vous a inscrite, vous avez su en courant de l'été que vous alliez passer. Votre passage, il s'enregistre au mois de septembre, il est diffusé au mois de janvier. Comment on gère cette attente-là? Parce qu'entre-temps, bon, bah, certes, on sait qu'on va passer dans l'émission, mais en même temps, la vie de l'entreprise, elle continue à être là, les équipes, il faut les gérer. Comment tu gères cette attente-là? Bah, tu gères pas en fait, hein, tu subis, hein, donc c'est pour ça que je te dis, bah, nous, comme on était sur 200 milliards de projets, on a la chance en fait d'avoir une entreprise en fait avec beaucoup, beaucoup de projets. Donc, c'est, je pense, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, oui, on a pris peut-être des claques sur certaines choses, mais ça nous a pas, comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça nous a pas du tout mis à terre. Mais tu as des entreprises qui ne comptent que là-dessus. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que tu peux pas en fait te dire ok, je passe dans qui va être mon associé, puis tout s'arrête, je fais que ça. Non, c'est une cerise sur un gâteau, c'est une pierre à l'édifice, mais c'est pas du tout en fait une finalité en soi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas tourné toute notre entreprise là-dessus, donc tous nos projets. Et comme en plus on avait la chance d'être incubé dans 2 gros incubateurs, bah, on a tellement de choses à faire que voilà, on a préparé. Peut-être pas si bien que ça en fait, tu vois. Du coup, peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait dû mieux préparer, mais on s'est dit, OK, voilà, c'est tourné, on verra quand ça sera là, et puis voilà, et puis on a vu. On a vu, on a vécu. Voilà, c'est ça. Et on a survécu. Et pas survécu. Dans votre passage dans l'émission, moi, ce que j'ai apprécié, malgré tout, c'est qu'on vous a félicité pour votre courage, votre ambition, votre détermination. Et ça, c'est primordial quand on est entrepreneur. Alors, toi, alors, où tu puisses ta motivation? C'est quoi ton moteur? C'est quoi ton pourquoi dans cette aventure? Bah, écoute, c'est compliqué de savoir parce que je pense que quand tu es entrepreneur, tu l'es depuis tout jeune, hein. Je veux dire, moi, quand j'étais déjà jeune, quand j'étais déjà à l'école, je revendais mes nounours que j'avais plus à des copains de classe. Donc, je pense que j'ai toujours aimé ça. En fait, je pense que moi, je suis pas une amatrice de sport extrême. Je suis très peureuse, tu vois. Par contre, j'ai besoin en fait de frissons dans ma vie et je pense que ce frisson, je l'ai avec l'entrepreneuriat. Le fait de ne pas savoir où je serai demain, ce que je vais faire demain. Alors, tu as des gens qui sont à l'opposé, hein, mais tu as des. Voilà, je pense que ça, et je pense que c'est un risque, en fait, peut-être aussi aujourd'hui. J'en parlais hier, j'étais avec Théo de Lyon, donc le cofondateur de Kuda, avec qui j'ai fait un live hier sur Instagram. On parlait de l'entrepreneuriat. Et je pense que des émissions comme ça, elles sont bien parce qu'elles prônent l'entrepreneuriat, mais aussi, elles sont aussi dangereuses parce qu'elles peuvent faire un petit peu le miroir aux alouettes. Tu as des personnes qui peuvent se dire oh là là, je veux être entrepreneur, c'est génial, c'est super, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et je pense qu'il y a peu de gens qui réussissent en fait dans l'entrepreneuriat parce que c'est un sacrifice de tous les jours et qu'il faut aimer en fait cette prise de risque. En fait, il faut que ce soit le moteur. En fait, il faut que ce soit ça. Moi, mon moteur, c'est l'adrénaline. J'ai besoin de cette adrénaline. J'ai besoin de challenge en permanence. Je m'ennuie très, très vite. Donc, j'ai besoin en permanence de challenge. Et comme j'ai pas envie d'avoir du challenge dans ma vie perso et de divorcer tous les mois et de changer de vie perso, bah, du coup, je fais ça dans la partie business. Je pense que c'est mon moteur, quoi. C'est vraiment mon moteur. C'est un bon choix en tout cas. Tu as bien fait de le faire dans la partie business. Écoute, j'espère que ça va durer. C'est quoi la suite de l'émission? Parce que là, j'ai vu que tu es passé dans l'émission Les Pionniers sur BFM Business, l'émission de Fred Mazzella. Il y a d'autres choses derrière. Et puis surtout, voilà, j'aimerais bien savoir comment ça se passe la suite. Alors, écoute, bah, nous, la suite, déjà, donc, par rapport à qui est ton associé, on a été. Alors, le soir même de l'émission, on a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, de téléchargements, d'abonnements, ça, bien sûr, de messages de soutien, de messages de haine aussi, hein, des gens qui nous ont critiqués ouvertement. Mais bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est tellement facile.
Voilà, ça c'est le retour de l'exposition médiatique, c'est normal, hein. Ça aussi, il faut que les gens soient préparés, c'est tout à fait normal, tout comme ça. Donc, ce qu'il y a d'important surtout, c'est ce qu'on a eu après. C'est-à-dire que là, on commence, tu vois, à avoir vraiment des contacts de partenaires très importants pour nous. On a été contacté par une banque, en fait, qui propose des solutions auprès des jeunes pour pouvoir incorporer Nanaba dans son système de forfait bancaire. On a été contacté aussi par un groupement scolaire international, en fait, pour proposer justement la proposition Nanaba, parce qu'on a beaucoup d'expats qui utilisent Nanaba, donc sur ces écoles internationales. On a eu aussi alors attends, c'est quoi c'est un groupe d'agroalimentaire aussi qui souhaiterait proposer Nanaba dans le cadre de son développement RSE, puisque nous, on a une offre B2B, parce que Nanaba, en fait, c'est aussi une solution pour le bien-être des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, le bien-être de sa famille pour un collaborateur, c'est sa priorité. Donc, si l'employeur peut apporter une solution aux collaborateurs dans ce sens-là, on rentre dans le cadre de la RSE et du développement RH. Donc, nous, on a été contactés aussi là-dedans. On a déjà plusieurs entreprises avec qui on travaille dans ce cadre-là. Donc voilà, donc on a plein de choses qui arrivent et on a aussi un fonds d'investissement américain qui nous a contactés, avec qui on a une visio, et un fonds d'investissement aussi d'une banque française, donc je ne peux pas encore dire le mot, et qui j'ai une visio, je crois, demain. Voilà, qui se sont intéressés à nous et qui jusqu'à présent n'étaient voilà. Donc il y a plein de points énormes. Qu'est-ce que ça va donner? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Ça ouvre de nouvelles portes, quoi. Voilà, ça ouvre de nouvelles portes et moi j'ai toujours pour principe de dire que quand une porte s'ouvre, ça t'amène uniquement à une autre porte et qu'une autre porte s'ouvre derrière avant de pouvoir concrétiser quelque chose. Donc voilà, donc on verra, mais en tout cas l'aventure est loin d'être terminée. L'aventure entrepreneuriale, ce n'est pas qu'une question de fonds, et ça, je pense que c'est important. C'est tous les partenariats qui peuvent être mis en place pour le développement de l'activité, ils ont autant de valeur, si ce n'est peut-être plus, que de l'argent qui va tomber sur le compte et qui va faire, qui va permettre d'avoir une bonne trésorerie, certes, mais s'il n'y a pas ces interconnexions et ces partenariats, il se passe finalement beaucoup moins de choses. Ah oui, non, mais complètement. Et puis, moi, si je peux avoir un seul conseil à donner, et je le donne d'ailleurs à mes équipes, parce que c'est pour l'entrepreneur, mais c'est aussi pour toute personne, c'est que quand on sème, on récolte toujours. Et donc, à force de semer, on va récolter. Même si parfois c'est difficile, même si parfois pendant une période de temps, ça ne marche pas, des moments où vous allez semer une graine, elle ne va pas germer pendant des mois, mais l'année d'après, ou elle va vous amener à une autre graine, et c'est cette autre graine qui va germer. Et donc, plus on s'ouvre aux autres, plus on discute, plus on rencontre, plus on fait force de proposition, plus on est ouvert à des propositions, et plus on avance, en fait. Moi, je pense que c'est ça qui est très important. Il faut arrêter de voir chaque passage dans une émission ou chaque interaction comme quelque chose d'immédiat, en fait. Se dire, si ça fonctionne pas, si ça prend pas tout de suite, c'est pas grave. Il se passera forcément quelque chose un peu plus tard parce que quelqu'un t'a écouté, quelqu'un t'a vu et il en a parlé à une autre personne. Il faut pas attendre, en fait, dans l'aventure entrepreneuriale, chaque événement comme une fin en soi. Non, mais c'est exactement ça. Regarde, là, aujourd'hui, on fait ce podcast ensemble et j'en suis ravie. Je suis extrêmement fière de pouvoir prendre la parole au nom d'entrepreneur que je suis. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il y a une personne qui écoute à ce moment-là et qui peut-être va peut-être changer le cours de Nanaba, parce que ça sera un associé de demain, un partenaire de demain, un client de demain qui va nous donner une idée et qui va faire que Nanaba sera… Donc, en fait, dans chaque personne, il y a un potentiel de développement. Dans chaque idée, il y a quelque chose. Alors, il ne faut pas tout prendre et n'importe quoi, il faut prendre du recul, bien évidemment. Mais il faut vraiment, je pense, ouvrir ses chakras. Et je peux avoir ce côté un petit peu plus personnel, mais je pense qu'il faut ouvrir ses chakras et laisser arriver les bonnes choses comme elles doivent arriver et leur permettre d'arriver en ouvrant les portes, mais pas en forçant, en fait. Je pense qu'il ne faut pas… il ne faut pas forcer en disant « Ok, je vais à tout prix travailler avec telle personne. » Il ne faut pas s'obstiner sur quelque chose, mais plutôt laisser en fait la vie apporter des choses positives. Bon, là, je tourne un petit peu sur le côté plus spirituel, mais… Oui, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas dissocier en fait le côté technique, chiffre d'une entreprise de ce qui se passe autour. Voilà, l'environnement, les rencontres qu'on peut faire, elles sont déterminantes en fait dans l'avenir de l'entreprise, dans son développement. Donc, on ne peut pas dissocier le spirituel du technique. Et surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que, comme je dis toujours, un match, il n'est jamais joué tant que le sifflet n'est pas terminé. Donc, comme ça n'a pas sifflé, il faut se battre et il faut continuer et c'est jamais joué. Et parfois, les prolongations sont hyper importantes dans les matchs. Exactement. Et là, tu vois, avec ton podcast, tu viens de récupérer plein d'amateurs de foot qui par le football, voilà. Mais pas du tout. Ça, c'est sûr.
Hem, OK. Alors si je reviens sur le résultat, parce que bon, le résultat de l'émission, il a fait beaucoup parler, en interne, j'imagine chez vous certes, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup d'échanges. Vous avez eu un refus finalement des investisseurs. Comment on vit justement alors c'est pas un refus, c'est des refus successifs. Oui. Comment on intègre ça? Même si je considère que dans tous les refus, il y a forcément quelque chose à prendre, il y a une remarque qui peut être pertinente et intéressante, mais c'est pas Et forcément ça reste un, facile. Ça reste un refus. ça reste Comment un refus. Bah, et les c'est un refus, peu comme un. ouais, pour les entrepreneurs, il y en a beaucoup des refus. Donc moi, ce que Ah je bah, trouve intéressant, il y c'est a de savoir plus de comment refus, vous hein. avez vécu. Ouais, il y a plus de refus que de Tu as réponses, beaucoup plus de refus que de oui, hein, sinon ça se saurait, hein, mais clairement. voilà, ça c'est clair. Bah, en fait, alors nous déjà, ce qui est important, c'est que comme on y était allé dans une dynamique de passage média, de prendre du plaisir, de faire de la notoriété de marque, et pas forcément dans un objectif d'avoir un BA qui vienne nous rejoindre, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas vraiment encore en levée de fonds, hein. Là, on l'a démarré, mais on est peur de levée de fonds. Et puis surtout, on avait déjà prévu de faire notre levée de fonds avec My Options, dont on va parler après, je pense. Oui, Donc, on n'était pas déjà dans cette démarche. Donc, on n'avait pas une attente, une nécessité, un besoin, tu vois, qu'ils investissent. Donc, je pense qu'on n'avait pas la même pression, peut-être que certaines personnes qui sont passées sur le plateau en disant, oh là là, bah oui, je vais sauver ma boîte avec ça. Voilà. Donc, déjà, on n'était pas dans la même optique. Donc, ça change, d'un point de vue psychologique, ça change tout. bien Tu sûr. viens pas sur le plateau pour la même chose. Après, je te cacherai pas que quand tu crois en ton projet comme on croit dans notre projet, tu as du mal à entendre en fait et à te dire, bah non, ils y croient pas ou ils ont pas envie d'investir parce que toi, tu te dis tellement, mais c'est génial, mais c'est super, Ah mais oui, attends, il est top, le marché, il est énorme, le chiffre d'affaires, il est génial. Enfin, donc, et en plus, quand on a été préparé dans l'émission, donc quand tu fais qui veut être mon associé, tu as un business coach qui t'est attribué, qui est une personne qui est spécialisée donc, dans le coaching d'entreprise sur le côté business et qui te prépare et donc qui te dit voilà comment tu vas présenter tes chiffres, machin. Et donc, cette personne avec qui je m'entends super bien, qui est adorable, me dit ah non, mais attends, c'est sûr, ton truc, il est génial, ils vont tous investir, c'est machin. Donc, toi, dans ta tête, tu es quand même dans une, conditionné. dans un, Bah dans oui, une optique de te dire ok, bon, attends, bon, bah, si on a plusieurs qui investissent, comment on fait? Donc, tu n'es pas du tout, ouais, et en toute sincérité, je vais peut-être paraître pour quelqu'un un peu trop sûr de moi, pourtant ce n'est pas le cas du tout. Je me suis dit, ok, c'est sûr, il y en a au moins 2 qui vont faire une proposition. ouais, Moi, je l'étais en mode, pas de problème. Et en plus, tout le début de l'émission, donc on a quand même tourné pendant quasiment 2 heures, tout le début, ils nous disent, ah mais c'est génial, c'est super, waouh, c'est top, machin. Donc tu es vraiment dans le côté, ouais, génial, enfin, tout se passe bien, les feux sont ouverts, et d'un coup, tu as une avalanche de et puis, tu te retrouves avec un ben non, 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 non. OK. Et là, c'est vrai que c'est un peu dur à encaisser. Donc, je pense que ça se voit un peu sur nos visages parce que déjà, tu as l'effet de surprise. c'est ça. Tu as le jugement, parce que mine de rien, on reste des êtres humains, des êtres sensibles. Alors, tu as le jugement de quelqu'un qui, en plus, est par rapport à son résultat au-dessus de toi d'un point de vue professionnel. C'est un peu comme à l'école, hein, je veux dire, c'est un peu pareil. Ça te revenait un petit peu en enfance, encore plus avec tes petits traumatismes que tu peux avoir d'enfance. Donc, et tu as ce jugement, et du coup, c'est vrai que dans ton ego, ça te fait mettre des doutes. Tu vois, tu te dis, ouais, bon, ok, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que. Et puis après, tu digères l'info. Puis tu dis, bah non, 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 je suis désolée là-dessus, voilà, regarde les chiffres, on se repose, on rediscute. Tu discutes avec d'autres personnes. J'ai eu la chance de pouvoir faire un débrief avec Fred Mazella. Je ne sais pas si certains de tes auditeurs ont pu regarder donc, la vidéo qu'on a mis sur LinkedIn à ce sujet. Fred Mazella, donc, qui était jury de Qui veut être mon associé en 2020, qui est un success story énorme en termes d'entrepreneurs, qui là vient de développer Captain Cause, qui est une fantastique entreprise qui est en train d'exploser encore. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a passé toute une après-midi avec moi à débriefer de Qui veut être mon associé. On a pu filmer ces moments-là. Donc, il a découvert le passage Qui veut être mon associé en live. Il a fait ses retours. Et quand Fred Mazella te dit Anne-Laure, j'ai jamais fait ça pour aucune autre startup. Je l'ai fait avec toi parce que ta startup, elle est extraordinaire et ton projet, j'y crois à 2000%. Et je pense qu'ils ont fait des erreurs de ne pas investir dans Nanaba. Il n'y a plus rien à dire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es en dehors d'un plateau télé, tu es dans une discussion réelle, tu es posé avec des chiffres, avec un marché. Et là, en fait, tu as quelqu'un qui vient te donner peut-être cette énergie dont tu as besoin et cette confiance dont tu as besoin pour te dire, OK, je vais plus loin parce que je sais que ça va fonctionner, quoi.
Est-ce que certains, enfin, depuis le passage dans l'émission et tous les commentaires qu'il y a pu avoir autour de ton passage, est-ce que certains investisseurs de l'émission sont revenus vers toi? Non, on n'a eu aucun contact d'aucun investisseur. C'est un peu dommage d'ailleurs. Je trouve que ce qu'il y a d'un peu dommage, c'est que, bon, après, c'est comme ça, hein, c'est leur business, mais les investisseurs qui sont présents sur le plateau, ils sont, je ne sais pas si tu as remarqué, ils sont hyper focus en fait que sur les sociétés dans lesquelles ils ont investi. Là, par exemple, Jean-Pierre Nadir, il a fait un live encore hier, il a invité 5 sociétés dans lesquelles il a investi. Il y en avait une, je crois, c'est les lunettes, il n'a pas investi dedans. Je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Bizarre. Mais... Donc, en fait, t'es plus du tout contacté. Tu as un peu l'impression d'être un peu le paria, tu vois, de l'émission. Voilà, bah, on n'a pas investi, tu n'es pas contacté ni par les médias, tu n'es pas contacté ni par les investisseurs. Ils font des lives entre eux, tu n'es pas contacté. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, ouais, c'est comme si on le prenait, on te jetait à la poubelle, on disait, bon, bah voilà, bon, bah, ils n'ont pas investi dedans, donc ça vaut rien. Non, c'est faux. C'est archi faux. C'est pas parce qu'ils n'ont pas investi dedans que ça vaut rien. Au contraire. Et d'ailleurs, il y a eu une publication d'une société qui était passée, je crois, sur l'émission 2020 ou 2021, dans lequel ils n'ont pas investi. Et ils ont fait tout un post en disant mais merci, parce que derrière, on a fait une levée de fonds de 8 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a je ne sais plus combien de millions d'euros de chiffre d'affaires. Bah, moi, ma plus belle réponse que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est de dire, bah, dans un an, voilà, bah, comme on a dit à la fin de l'émission, ils ne sont pas montés dans la fusée. Bah, tant pis pour eux. Ils avaient une place qui n'était pas trop chère pour monter dans la fusée. Bah, ils ne l'ont pas voulu. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de continuer à développer la fusée. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et justement, par rapport à, enfin, à ton passage dans l'émission et la façon dont tu as présenté Nanaba, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour l'aventure de Nanaba ou même pour ses fondateurs, pour les équipes? Est-ce que tu as senti que quelque chose s'était passé? Est-ce que vous avez peut-être pas changé de cap ni changé de direction, mais est-ce que vous avez ressenti quelque chose de différent? Oui, alors on a déjà eu besoin derrière de manager quand même les équipes parce que je te dis, il y a eu cette fragilité un petit peu, hein, ce petit doute qui s'est installé dans certaines personnes. Nous, chez Nanaba, on a, comme ils l'ont si bien dit sur le plateau, on a 20 collaborateurs, on est 20, donc on a 18 collaborateurs, mais on a aussi beaucoup d'alternants chez Nanaba, donc on a des personnes qui sont plus jeunes, qui n'ont pas forcément de recul, donc avec qui on a eu besoin aussi d'expliquer, de discuter, voilà. Et ça nous a aussi permis de mettre en lumière des axes d'accélération qu'on avait déjà dessinés, par exemple le logo, le design, l'interface utilisateur, qui sont déjà des choses qu'on avait commencé à mettre en place, l'ouverture sur un nouveau marché, donc on a un nouveau produit qui sort pour les adultes dans quelques mois. Tout ça, on a décidé de l'accélérer en fait. Donc on s'est dit, ok, bah tiens, peut-être que ça on voulait le faire, mais on va attendre un peu et on va mettre ça en priorité parce que on se rend compte, et comme on a eu la surmédiatisation avec Qui veut être mon associé, on a eu aussi plus de retours utilisateurs. Et nous, donc chez Nanaba, on a une centaine de parents experts qui sont des parents qui travaillent avec nous sur la construction de l'application. On a aussi une trentaine d'enfants qui font partie du comité d'enfants qui nous permettent de construire l'application avec nous. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait encore plus d'informations avec toutes les personnes qui revenaient vers nous, avec des personnes qui faisaient des messages, qui nous faisaient des retours du SAV, puisqu'on a eu du SAV, avec des questions techniques, avec « Ah bah oui, mais bon, je me suis rendu compte que le quiz, machin, on pourrait l'améliorer comme ça. » Et donc, on s'est fait un petit peu, nous, notre propre cahier des charges en disant « Ok, tiens, ça, ce sont des améliorations qu'il faut qu'on ait fait dans un espace d'un trimestre maximum pour pouvoir avoir une meilleure expérience utilisateur. » Ouais, vous êtes vraiment, des objectifs en fait à atteindre juste après. En fait, ça nous a servi vraiment comment je pourrais dire, un petit peu d'incubateur à idées et voilà, et de faire remonter en fait toutes les bonnes choses pour améliorer notre produit et pour répondre au mieux aux attentes de nos clients. Mais c'est propre d'une start-up de faire évoluer son produit avec les retours de ses clients. Donc ça, c'est bien que tu le soulignes. Aujourd'hui, c'est qui les plus motivés pour installer l'application? C'est les parents ou les enfants? Alors, clairement, c'est les parents. On n'a pas réussi. Ce serait te mentir de dire qu'on a réussi à mettre une viralité chez les enfants. Hein. Il y en a très peu. Alors, on a quelques témoignages d'enfants. D'ailleurs, c'est super mignon à chaque fois qu'on a des témoignages en disant, bah oui, ah, j'adore, j'ai demandé à ma maman qu'elle me l'installe. Ou ah oui, ah, c'est super, je fais du Nanaba toute la journée. Très peu. Souvent, c'est les premiers de classe. Donc, c'est moins ceux qui ont besoin de Nanaba, tu vois. Mais non, c'est clairement notre cible aujourd'hui, c'est clairement les parents. Mais on est en train de mettre en place justement des choses pour qu'on puisse avoir une image auprès. C'est pour ça qu'on a la mascotte, c'est pour avoir cette image positive auprès des enfants. Et on a fait des opérations, tu vois, dans des campings. On a fait une opération avec le groupe Sandaya cet été. On était présent dans tous les campings. On a fait des quiz avec les enfants. Ça a extrêmement bien marché. L'idée, c'est justement de faire rentrer par le positivisme cette Nanaba auprès des enfants, parce qu'au début, il y en a certains qui voient ça de façon
façon plutôt négative. Mais très rapidement, quand ils se rendent compte que papa, maman, ils ont un peu lâché la grappe sur le téléphone et que les résultats scolaires s'améliorent, et là, on a tout gagné. Ils voient l'intérêt, quoi. Et Voilà. les ados, ils adorent partager sur les réseaux sociaux leur réussite, leur progression. Est-ce que s'ils pouvaient, par exemple, publier leurs derniers résultats au dernier quiz, est-ce que tu penses que ça les inciterait à parler plus de Nanaba? Alors, je pense que s'ils pouvaient se challenger ensemble, ça les Ouais, intéresserait. Ça fait partie d'un de nos défis techniques qu'on veut ouais. réaliser, c'est vraiment de pouvoir créer une communauté à l'intérieur de Nanaba. C'est pour ça que je te dis qu'entre l'application comme elle est aujourd'hui et l'application comme elle sera dans un an ou dans 6 mois, il y a un monde d'écart parce qu'on a plein de choses qui sont en production, mais ça prend du temps, ça demande des finances et voilà. Et donc, c'est une stratégie de développement à mettre en place, mais ça fait partie de nos priorités, ouais. Justement, si on revient un petit peu sur le fonctionnement de Nanaba, et donc les quiz que vous avez mis en place, ils ont été validés par l'Éducation nationale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la méthode aussi qui a été utilisée? Ouais. Alors, quand on a eu l'idée de Nanaba, moi, ma plus grosse crainte, et je me rappelle encore avec Olivier, parce que d'ailleurs là-dessus, on n'était pas du tout d'accord, c'était de dire, mais comment on va faire pour faire le contenu? Je me suis dit, mais c'est pas possible de dire le contenu, c'est. Et en fait, donc quand tu veux faire du contenu pédagogique, généralement, 99% des boîtes qui font du contenu pédagogique, elles passent par des sociétés spécialisées qui vendent du contenu pédagogique. Et bon, voilà. Et moi, je me suis dit, ouais, mais bon, nous, on veut travailler sur des séquences courtes, on veut que les enfants, ils apprennent vraiment très rapidement. Il faut que ces quiz, ils soient pensés par les gens qui connaissent les difficultés des enfants. Qui connaît les difficultés d'apprentissage des enfants, si ce n'est les professeurs? Donc, en fait, on s'est lancé sur un recrutement de masse de professeurs qui font partie de l'éducation nationale, qui sont toujours en poste et donc qui ont des micro-entreprises à côté et qui font du travail pédagogique. Et donc, on leur a demandé, en fait, donc on en a un peu plus de 70 maintenant, répartis d'ailleurs sur plusieurs pays. Et donc, ils nous ont construit les quiz. Donc, ils nous ont construit les quiz déjà pour la qualité des quiz, pour être en adéquation avec le programme scolaire, puisque la nécessité, c'est de suivre le programme scolaire, mais surtout, en fait, de faire des questions qui correspondent aux difficultés d'apprentissage. Parce que tu sais qu'un chapitre, et nous, on s'en rappelle quand on est à l'école, un chapitre d'histoire, par exemple, c'est énorme. Un chapitre d'histoire, je pense qu'au niveau des pages, ça te prend peut-être que 15 pages, si ce n'est pas plus. L'enfant, il ne peut pas apprendre 15 pages. Par contre, le professeur, il sait, en fait, les données essentielles, déjà que l'enfant a du mal à connaître, et celles qui sont nécessaires. Et donc, les quiz, ils sont tournés dans ce sens-là, de façon à avoir une qualité de quiz, mais surtout sur la nécessité d'apprentissage. Dans l'émission, vous avez parlé d'une méthode en fait que vous appliquez concernant justement l'apprentissage. C'est ça. Alors, on a décidé, quand on a eu l'idée de Nanaba, on s'est dit, OK, bon, il y a le blocage, machin, il y a les quiz, mais derrière, comment ils apprennent? Donc, on a fait une étude de marché. Comme moi, je suis passionnée de science, je me suis fait un plaisir d'aller voir ce qui existait aujourd'hui en termes de méthodes neuroscientifiques d'apprentissage. Et je suis tombée sur la méthode qui s'appelle la méthode Leitner ou méthode mnémonique. Ça dépend en fait en fonction de comment elle est appelée, qui a été créée il y a pas mal d'années maintenant. Je crois que c'est une des méthodes qui a bien 25 ans et qui, en fait, est une technique en fait, d'apprentissage par répétition espacée à intervalles spécifiques, par séquence courte, un petit peu technique, qui permet en fait à des données essentielles de venir s'ancrer dans une partie du cerveau qui est une partie profonde. Et donc, on s'est dit, OK, on va utiliser cette méthode-là, couplée à l'intelligence artificielle de l'application, pour faire que l'enfant, il arrive à apprendre. Donc, c'est vraiment un mélange. Donc, c'est pour ça que quand tu entends des aberrations sur le plateau, comme on peut coder l'application en 3 semaines et je ne comprends pas pourquoi elle a coûté plus de 300 000 euros. Ouais, Moi, il a dit Éric Larchevêque, what? Mais c'est moi qui lui dis what. Hein. J'ai dit what, quoi, c'est pas possible. Je veux dire, c'est une application qui est complexe. Il y a le blocage, il y a la qualité du quiz avec le fonctionnement du quiz, il y a l'intelligence artificielle, la méthode Leitner, et tout ça, il faut faire un check-up. Si c'était si simple, alors tout le monde l'aurait fait. Je veux dire, c'est ça. L'application n'est pas juste un éditeur de quiz, c'est une application d'apprentissage. C'est une application derrière avec l'utilisation des habitudes de consommation numérique de nos enfants. Ouais. En fait, c'est un concept qui n'existe pas. Et quand je me suis fait beaucoup tacler d'ailleurs sur le plateau de qui est associé sur la Première mondiale, qui leur en déplaise, c'était quand même une Première mondiale. Quand on a sorti Nanaba, parce qu'aujourd'hui, on a un concurrent australien qui s'est développé, mais qui n'a pas encore la capacité de blocage sur iOS comme nous, on l'a mis en place. Donc, on n'est quand même que 2 au monde à utiliser cette technologie. Quand on a sorti Nanaba, on était les seuls à avoir sorti ce concept-là. Alors, comme l'a dit, je crois, c'est... je ne me rappelle plus de son prénom, l'investisseuse qui vient du Canada. Elle a dit... Voilà, Isabelle, elle a dit oui, mais il y a des gens qui peuvent vous rattraper. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent vous rattraper. Start-up, ouais.
Ouais, c'est le principe d'être pionnier, mais à ce moment-là, tu ne crées jamais rien, quoi. Du coup, si tu veux, tu as peur que quelqu'un te rattrape, tu ne crées jamais rien. Mais il vaut mieux être leader que challenger. Et Ouais. après, ce qu'il y a d'important, c'est surtout de nous, justement, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se développe très rapidement. Et c'est pour ça que là, on est en train de faire une levée de fonds, malgré le fait qu'on a du chiffre d'affaires et que ça fonctionne, parce qu'il faut qu'on aille très vite sur notre développement de produits, tant sur ce produit-là que sur d'autres marchés qui sont en train de s'ouvrir, pour asseoir en fait notre position de leader et créer et continuer de créer ces barrières à l'entrée. Voilà, ça c'est important. Et tout ça sur le plateau, bah, malheureusement, je l'ai expliqué, mais ça devait être Ça n'a pas été retranscrit. tu vois. C'est ça. Bah, je suis ravie que tu puisses le faire aujourd'hui parce que je pense que effectivement, quand on regardait l'émission, on avait du mal à prendre conscience de ce qui se cachait finalement dans le développement de l'application. Donc, c'est Oui. important que ce soit expliqué pour toi, pour ton travail et pour tes équipes. Dans l'émission, vous avez parlé aussi de votre intégration dans l'incubateur Google. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. J'ai l'impression que c'est une réussite encore plus grande que le passage dans l'émission. Mais c'est au-delà de tout. Enfin, je veux dire, c'est. Alors, moi, si tu veux, si on m'avait dit un jour, moi, complète néophyte de l'informatique, qu'un jour je ferais partie de l'incubateur de chez Google, je t'aurais dit, c'est impossible. Comme quoi, et ça, je le dis aux entrepreneurs qui nous écoutent, rien n'est impossible. Et vous ne savez pas, en fait, ce que la vie vous réserve en termes de surprise. Et là, Google, je tiens aussi à le signaler, ce n'est pas nous qui avons candidaté. C'est-à-dire que c'est Google qui est venu nous chercher. Donc, ça a été, si je te raconte un peu l'histoire, un jour, on était dans le bureau avec mon associé. Notre CTO est arrivé en courant. Waouh, il arrive un truc de fou. Google m'a contacté. Ils veulent qu'on rentre dans leur incubateur. On a dit, attends, Freddy, détends-toi. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est pas possible. Il dit, si, je te prends. Et donc, au début, on n'y croyait pas trop. On s'est dit, bah... Donc, il a eu un premier call avec une personne de chez Google qui lui a dit, écoutez, on m'a demandé de vous contacter pour entrer dans l'incubateur. Elle-même a dit, c'est la première fois qu'on me demande de contacter une entreprise pour entrer dans l'incubateur. Donc, déjà, bizarre. Parce que nous, on n'aurait jamais eu la prétention de candidater chez Google. Et après, on s'en est suivi en fait toute une série d'entretiens jusqu'à monter en haute sphère chez Google et valider en fait notre incubation. Et on a eu la réponse fin d'été. Et donc, on est rentré officiellement dans l'incubateur Google for Startup en octobre. Et on a fait notre première visite sur Dublin, d'ailleurs, qui est magnifique. Moi, j'ai adoré Dublin. En plus, c'était en décembre, donc avec les fêtes de Noël, c'était extraordinaire. Je demande à tout le monde d'aller à Dublin pour les fêtes de Noël. C'était magnifique. On va dire un feuilleton américain, tu vois. C'était super beau. Ah oui, c'était vraiment très beau. Et on a passé une journée chez Google pour commencer notre intégration. Et là, donc, nos équipes tech ont commencé leur mentorat. Et on retourne chez Google en février. Donc, voilà. Et on fait, tout est à distance, bien sûr. Et donc, on est sur tout un mentorat qui va durer 2 ans, de la partie tech, mais aussi de la partie market. Et donc, ça va être pour nous un gros catalyseur. C'est quoi l'objectif de Google quand il intègre comme ça des startups dans son incubateur? Si j'écoute Jean-Pierre Nadir, c'est pas de nous racheter du coup, parce que sinon, il l'aurait fait du coup tout de suite. Donc ça aussi, j'ai été assez interloquée par ça parce que j'ai jamais vu Google qui achetait du jour au lendemain comme ça, en claquant des doigts une startup. Avant, il y a un audit de fait. Et souvent, quand on rentre dans un incubateur, c'est aussi pour être audité. Donc je pense que ça, il l'avait peut-être pas mesuré ou il n'avait peut-être pas voulu le mesurer. Donc on prend ça aussi comme une sorte d'audit. Et puis je pense qu'après, Google, ils ont tout intérêt à sortir des solutions novatrices, pionnières, pour asseoir eux aussi en fait toujours leurs compétences et faire valoir en fait leur image de marque. Donc, si demain Nanaba devient une licorne, ce que j'espère 1000 fois, eh bien, ils sauront en fait rappeler que c'était dans l'incubateur Google et que ça travaille aussi leur image de marque. Et puis, on n'est pas à l'abri de partenariats qui pourraient arriver dans quelques semaines. Ça, c'est top, ça. Alors, ton fils Hugo t'a accompagné dans la présentation de ton projet. Est-ce qu'il a été facile de le convaincre? Alors, mon fils, alors ça, c'est ma plus belle victoire, de toute façon, mon fils. Donc, ça a été une grande fierté pour moi de l'emmener avec moi. Une grosse émotion aussi, parce que j'étais très émue en tant que maman d'avoir mon fils à mes côtés. Ça n'a pas été difficile de le convaincre parce que Hugo, c'est un enfant qui est extrêmement ouvert et lui, il parle entrepreneuriat depuis qu'il est petit, parce qu'à la maison, il est bercé entrepreneuriat. Donc, c'est vrai qu'il sait ce que c'est qu'un CAC, il sait ce que c'est que de la communication d'influence. Enfin, voilà, tout ça, c'est son quotidien. Donc, quand je lui ai dit, tiens, voilà, on a l'opportunité, on va passer en petit de m'associer, ça serait peut-être bien que tu y sois, qu'est-ce que tu en penses? Bon, plus que tu sois, oui, pardon. Qu'est-ce que tu en penses? Lui, en plus, il fait du théâtre, il m'a dit, ah ouais, génial. Ça, c'était le premier effet. Après, le deuxième effet, quand on était à Paris, qu'il fallait tout apprendre, où là, il m'a dit, ah maman, mais ça va être horrible, je ne vais rien savoir. Donc, il y a eu l'effet stress. Et puis, il y a eu le troisième effet où avant de rentrer sur plateau, tu es un peu préparé, on te pose des questions, on te conditionne et on te pousse un peu, tu vois, nerveusement.
Là, ça a été un peu dur et je tiens à dire que là, moi, je me suis dit, OK, Anne-Laure, tu as fait une erreur. Dans quoi tu as embarqué ton fils? Là, je me suis dit, c'est dans quoi tu l'as embarqué? Donc, j'ai pris Hugo à part, on s'est isolé, on a parlé. Je lui ai dit, écoute, Hugo, là, on n'a pas tourné, tu peux encore ne pas venir, tout est jouable, c'est toi qui décides, mais sache que, parce que j'ai senti, en fait, il y avait vraiment une pression, c'est une ambiance très bizarre. Avant, il y a les business coachs, ils viennent, ils vous assomment de questions pour pouvoir vous préparer, faire monter le stress, en fait, hein, faire monter le stress, c'est vraiment, je pense, voulu. Alors, c'est gentil, c'est bon enfant, mais il y a ce stress, et nous, en tant qu'adultes, en tant que chef d'entreprise, on le ressent. Alors, un enfant de 14 ans, c'est dur. Donc, du coup, on a beaucoup parlé tous les deux. Et puis, il m'a dit, non, maman, j'y vais. Je viens avec toi. Et du coup, pour moi, c'est ma plus grande fierté parce que je pense que c'était pour lui, en tout cas, le plus gros défi. Et puis après, en plus, il y a la réaction des copains. Voilà. En plus, sa mère s'est fait tacler sur le plateau et les jurys n'ont pas investi. Donc, ça n'aide pas, si tu veux, du coup. C'est vrai qu'il aurait préféré rentrer victorieux en disant, ouais, on a gagné. Donc, là, non, c'était… Et il s'en est sorti brillamment. Super bien. Je suis très fière de lui. Très, très fière de lui. Tu peux. J'ai une avant-dernière question, Anne-Laure, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Qui se cachait dans le costume de la banane? Alors, c'est une personne stratégique. Je me doutais, ouais. C'est pour ça. Et en fait, on a fait cette émission avec des valeurs familiales. Et donc, la personne qui était dans la banane, c'est le fils d'Olivier, qui travaille avec nous, qui s'appelle Anthony et qui est business développeur chez nous, qui est une personne que j'apprécie énormément. Et c'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée du nom de Nanaba. Okay. Voilà, puisqu'au début, ça s'appelait Banana. Banana, ça n'allait pas. Et donc, il nous a dit, mais mettez-le en verlan, puisqu'il était en master 2 de communication et de marketing. Et donc, c'était très important pour nous que ce soit dans la banane. Mais il n'avait pas forcément envie non plus de montrer son visage. Donc, j'ai dit, moi, ça me va très bien. Je suis dans Mister Nanaba. C'est super. Donc, et là aussi, c'est pareil. On a pas mal d'internautes qui nous ont dit, mais pourquoi la banane se jette sur le canapé? J'ai adoré. Il faut savoir que c'est la prod qui a dit, bon, écoute, à tel moment, tu te jettes sur le canapé. Donc, lui, s'est jeté sur le canapé. Et ce qu'on voit pas, c'est que derrière, les mecs, ils arrivent pour le lever. Parce qu'ils ne peuvent pas se lever tout seul. Donc, c'était assez drôle, quoi. Merci beaucoup, Anne-Laure. Alors, je pense que c'est important de rajouter une dernière chose parce qu'il y a un avenir prometteur pour l'application. En tout cas, je te le souhaite parce que c'est vraiment une chouette idée. Et puis, il y a une très belle énergie qui se dégage de toi et de tes équipes. Je suis allée voir un petit peu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et tu es la bienvenue, Anne. On t'attend, Émilie. En plus, alors pour la petite histoire, moi je suis de Marseille, donc je suis très très régulièrement dans le sud. Nice, c'est une ville que j'adore. Viens nous voir. Je serai dans le coin avec plaisir parce que… Tu peux rencontrer puisqu'on est Animals Friendly, donc nos collaborateurs viennent avec leurs animaux de compagnie. On a situé sur Instagram, sur LinkedIn, on a Otis qui est notre chef happiness officer, donc qui est donc le chien de Julie, notre directrice comme market. Donc on a une équipe pleine de vie avec des animaux, donc c'est plutôt sympa. Je ne peux pas te vendre du rêve, mais viens nous voir. Non, mais moi Nice déjà m'a vendu du rêve, donc. Bon, génial. Bon, Anne-Laure, il y a une levée de fonds qui est en cours pour justement accélérer la montée en puissance de Nanaba. On mettra bien sûr en description du podcast et sur nos réseaux le lien pour participer à cette levée de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Quel est l'objectif de la levée? Alors, nous, quand on a lancé Nanaba, puisqu'il faut savoir que le produit Nanaba a été lancé fin juin 2021, donc c'est assez récent, on a été approché à l'époque par une plateforme de crowdfunding et co-equity. Donc, pour rappel, le crowdfunding, c'est une plateforme participative qui permet aux personnes morales ou physiques, particuliers ou pas, gros investisseurs ou petits investisseurs d'investir à partir de 100 € dans des entreprises. Donc, le crowdfunding, c'est vraiment à titre de prêt. Donc, on prête de l'argent à une entreprise et il y a des intérêts. Et le pro-equity, c'est on va participer en termes d'actions. Donc, on prend des actions dans l'entreprise. Donc, si l'entreprise voilà, bien, on va prendre de l'argent en fait sur le développement d'entreprise. Donc, nous, ils nous ont approchés au tout lancement de l'application parce qu'ils ont trouvé que le concept était génial. Et nous, on s'est dit, OK, ça va nous permettre en fait de tester notre produit auprès d'une communauté pour voir si, parce que quand les gens investissent de l'argent, c'est que vraiment, ils y croient. Donc, on a lancé la première levée de fonds dès la sortie de l'application. Donc, le produit était vraiment hyper nouveau, très peu de gens le connaissaient. Et on a clôturé la levée de fonds, je crois, en 3 semaines pour 425 000 €. Et donc, on a eu donc, nos premiers investisseurs qui sont rentrés dans Nanaba à cette époque-là. Donc, on avait une 50aine de personnes. Donc, ça allait du plus petit participant, je crois, il a mis 500 €, au plus gros qui a mis 200 000. Donc, tu vois, c'était vraiment très large.
Et donc, nous, on s'est dit, quand on voulait accélérer nos développements, on s'est dit, OK, MyOption, c'est un partenaire avec qui on a confiance. C'est une très bonne plateforme. D'abord, j'invite les entrepreneurs qui souhaitent faire ce système-là de se retourner vers MyOptions. Et donc, on s'est dit, on va relancer une nouvelle levée de fonds avec eux. Donc là, on est sur une levée de fonds à hauteur de 750 000 euros sur du Crow Equity. Et donc, les personnes, en fait, en allant sur la plateforme MyOptions, ils ont accès à notre levée de fonds et ils peuvent participer de 100 euros jusqu'à, il n'y a pas de limite. Ils défiscalisent aussi parce qu'il faut savoir que quand en France, les choses sont très bien faites, quand tu deviens un investisseur d'une entreprise, tu défiscalises, alors je ne sais plus le montant exact, je te dirais une bêtise du pourcentage, mais tu défiscalises un gros pourcentage en fait sur ce que tu investis dans l'entreprise et ça permet aux personnes qui ont investi dans l'entreprise de participer à l'ascension de cette fusée. Et par exemple, pour les premiers investisseurs qui ont investi avec nous donc en 2021, là, avec cette levée de fonds, ils vont faire x5 par rapport à leur investissement de base. Donc, et nous, ce qu'on voulait avec cette levée de fonds, c'était, parce que c'est nos valeurs, c'était laisser la possibilité à tous les investisseurs, à tous les petits porteurs, à nos clients, en fait, de participer à l'entreprise Nanaba. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux qu'on arrive à avancer. C'est uniquement grâce à nos clients qui achètent des abonnements, grâce à nos partenaires qu'on avance. C'est pas les banques. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser qu'une banque finance une entreprise, une jeune start-up. Là aussi, j'aime bien les publicités. Ça me fait beaucoup rire quand on regarde les publicités des banques. Ah bah oui, pour les entrepreneurs, venez. Non, mais entrepreneur, tu viens, mais quand tu as un bilan sur 3 ans, voilà, avec un chiffre d'affaires énorme. Donc, c'est grâce à eux, en fait, qu'on y arrive. Et la fusée, elle se construit ensemble. Et comme là, on sait que on est rentré dans l'incubateur Google, on est rentré dans l'incubateur de la fondation CMA-CGM. On prépare une levée A, une série A, en fait, dans 18 mois. Très probablement avec des très gros fonds d'investissement, puisqu'on a des contacts. C'est la dernière fois qu'on va faire sûrement une campagne en Crow Equity. Et donc, c'était pour nous, ça nous tenait à cœur, en fait, de laisser la porte ouverte à tout le monde de participer à cette aventure. Parce qu'après, derrière, nos associés, ils nous font aussi des retours sur l'application. On avance, en fait, et c'est pas qu'une contribution financière, c'est aussi vraiment un partenariat qui permet, en fait, le devenir de Nanaba. Je crois que c'est la meilleure façon pour un utilisateur de montrer à quel point il croit au projet. C'est ça. Donc, on invite tous les auditeurs du podcast à se rendre du moins sur la plateforme pour découvrir la levée de fonds et puis de prendre part à cette aventure. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer cet épisode? Écoute, ce que je pourrais ajouter, c'est que j'ai passé un magnifique moment avec toi. C'était super sympa. Voilà, c'était extrêmement agréable. Tes questions étaient pertinentes. J'espère que je n'ai pas trop ennuyé tes auditeurs. Nous le dirons, sinon, de toute façon, ils savent faire. Bon, super. Essayez d'être pas trop critique. J'essaie de pas parler trop vite aussi parce que je sais que c'est mon principal défaut. J'ai tendance à parler très vite. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est que les entrepreneurs qui nous écoutent, il y en a sûrement qui en ce moment connaissent des difficultés. On est dans un contexte économique compliqué, difficile. Ne lâchez rien, gardez le cap, dites-vous qu'après les nuages, il y a toujours le soleil et que parfois, il faut prendre un peu de recul, revoir un petit peu les choses et pour trouver le bon angle d'attaque. Mais voilà, ça, c'est important. Et puis, la vie, elle est faite de haut et de bas, de façon personnelle et professionnelle. Voilà, mais c'est ce qui fait, c'est l'espoir et le fait qu'on rebondisse tout le temps, la fameuse résilience qui est tellement à la mode en ce moment, qui fait qu'on y arrive. Donc, voilà, je pense que ce sera mon mot de fin si ça te va. C'est parfait. Je suis vraiment ravie, Anne-Laure. C'est un super échange. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Et puis, je trouvais intéressant de recueillir le témoignage de quelqu'un qui n'a pas eu le succès attendu sur l'émission. Parce que c'est facile d'aller voir des gens pour qui tout réussit, clairement. Et j'aime bien l'idée de pouvoir parler des choses aussi qui ne fonctionnent pas tout de suite, mais qui fonctionneront un peu plus tard par d'autres moyens. Ah non, mais tu as raison. Je veux dire, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est qu'en fait, c'est tellement plus simple d'aller voir là où les feux de la rampe brillent, mais pourtant, c'est pas forcément là où ça réussit. Donc, c'est un petit peu dommage. Et là aussi, la vérité, c'est que ce qui est dit sur le plateau n'est pas forcément ce qui se passe en off. C'est-à-dire que sur le plateau, tu as beaucoup d'investisseurs qui vont dire « Ah oui, c'est bon, on suit 100 000 euros pour 20%. » Et puis, en fait, derrière, tu as la due diligence, tu as les négociations. Et puis, souvent, ça ne se fait pas. Tu as quand même 80% des deals qui ne se font pas. Ou ça se fait, mais avec un prix complètement sacrifié. Rien à voir. Et ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas. Après, la rigueur, peu importe, mais c'est la réalité des choses. Donc, et je trouve que c'est vraiment bien que tu mettes en lumière aussi des entreprises qui ont pu prendre un échec, mais si on peut dire que c'est un échec, et qui sauront rebondir.
Mais tu sais, c'est vraiment ce que je reproche aux réseaux sociaux, même sur le côté perso, c'est qu'on va toujours tout montrer à la personne qui réussit, pour qui tout fonctionne super bien du premier coup. Et en entrepreneuriat, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, ben voilà comment il faut faire parce que comme ça fonctionne et que ça fonctionne pour un tel, pour un tel, pour un tel. Et on parle très, très rarement finalement de ce qui ne fonctionne pas et Ouais, de ce que c'est ça ça. a apporté. Donc ça, c'est chouette. Bon, en tout Mais cas, c'est d'ailleurs ce qu'il y a de bien aux États-Unis, c'est que quand on dit, enfin moi quand les investisseurs disent, mais bon ça c'est la volonté aussi de l'État, quand les investisseurs disent ah bah oui, enfin les jurys, ah bah oui, il faut même si on tombe rebondir, mais non non, en France il faut reconnaître que quand tu tombes, ouais, on te très marche. difficile. Très difficile de rebondir Ouais. parce que déjà, bah, tu es blacklisté, c'est compliqué. Et ça, bah, c'est la vérité du contexte français. On n'est pas les États-Unis. Voilà, on Non. n'est pas les États-Unis. Et ça, c'est bien dommage. Et d'ailleurs, on retrouve ce problème-là à l'école aussi, hein. Je veux dire, quand tu commences à être en décrochage scolaire, bah, c'est mort, hein, c'est terminé. Je veux dire, t'as pas. C'est où ça fonctionne ou où ça s'arrête en fait. Voilà, exactement. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est assez dommage. Et bon. Donc, en tout cas, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est génial. J'ai regardé un petit peu tout ce que tu faisais, tout ça. Et je trouve ça fantastique parce que je Merci. pense qu'il y a besoin, en fait, de pousser les entrepreneurs et de les aider parfois, justement, à passer des caps qui sont difficiles. Et c'est grâce à des personnes comme toi qui vont y arriver. Donc, c'est vraiment génial. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vois. Et j'ai passé un très bon moment. C'était très Bah, agréable. pareil, vraiment super. Bon, eh ben, Merci écoute, beaucoup à toi. À une prochaine, peut-être sur à d'autres. bientôt. Ouais, bah, avec plaisir, hein, n'hésite pas. Et puis, bon, on se tient au jus. On peut faire naître Ouais, des idées, hein. Je veux dire, tu sais, il y a plein d'idées aussi qui peuvent émerger de ouais, rencontres comme ça. Donc, je pense ouais. qu'il y a plein de choses. Allez, super. On fait Merci comme à ça. toi. À bientôt. T'embrasse, à bientôt, Au salut, revoir. ciao, ciao. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ce podcast avec Anne-Laure Monnier. Je la remercie encore grandement pour tous ses conseils, tout le temps qu'elle a passé avec moi et avec vous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. À très vite.